Alors, c'est pas de Perna, c'est la première. Super, ça tourne. Pat, comment ça a commencé cette histoire de bande dessinée avec Jean-Marie Villemain? Racontez-nous. C'est mon éditeur, Laurent Beccaria, aux Arènes, qui m'a proposé ce projet en priorité. Et j'étais un petit peu perplexe. Au début, je lui ai dit, non, je suis pas sûr d'avoir très envie de mettre les pieds là-dedans. Ça m'intéresse pas trop. Je connais pas bien le sujet. Et surtout, il y a du peu que je connais, c'est parce que j'ai lu des livres. Une fois qu'on a lu le livre de Laurence Lacour, Le bûcher des innocents, qu'est-ce qui reste à dire sur cette histoire? Donc, je voulais pas passer pour un opportuniste ou pour quelqu'un qui a envie tout à coup d'attirer la lumière. Je sais que l'histoire est médiatisée, donc ça m'intéresse pas. Il m'a dit, mais quand même, je te demande d'y réfléchir, et puis j'aimerais bien que tu rencontres Jean-Marie Villemain et que vous en discutiez. Et ça s'est fait dans la foulée chez cet éditeur aux Arènes. Donc c'est quelque part, c'est cette rencontre, c'est lui qui vous a convaincu, par le biais de cette rencontre, vous avez été convaincu qu'il fallait le faire? C'est-à-dire que je l'ai croisé, on a commencé à discuter, et là, en fait, c'était une rencontre au sens le plus magique du terme. Ça arrive peu de fois dans une vie, mais on s'est rencontrés humainement tous les deux. J'ai compris la profondeur de cet homme, j'ai compris toute cette souffrance qu'il transportait. J'ai vu, il a toujours dans ce regard, vous savez, ces gens qui ont traversé des guerres ou des grandes souffrances. D'un seul coup, il parle et il a un voile qui obscurcit ses yeux et on sent qu'il est submergé. Je trouvais ça extrêmement touchant et je sais que j'ai senti que c'était de la vérité pure. Là, on était dans autre chose. Il ne s'agissait pas de faire un énième livre ou de faire quelque chose qui n'avait pas de sens. Là, on touchait au plus précieux des matériaux. Jean-Marie Villemain, c'est un diamant pur. Voilà. Vous êtes en quelque sorte devenu son porte-voix aujourd'hui. En tout cas, Je le sais, temps je sais de pas cette BD. si le mot porte-voix correspond le mieux. Disons que en faisant ce travail et ce livre, j'avais envie de réincarner ces personnages. C'est-à-dire que Jean-Marie, Christine Villemain et Grégory, en fait, on en conserve tous cette image diffuse de l'époque. Ils ont été figés dans le temps. Et quelque part, on leur a ôté leur humanité. On en garde une image, même quand on les voit dans les reportages ou dans les documentaires. C'est pas eux, c'est eux à un instant terrible dans lequel ils sont pas eux-mêmes. Ils sont bouleversés. On le perçoit. Moi, je voulais leur redonner leur redonner vie aujourd'hui dans leur quotidien. Je sais que c'est douloureux parce que les mots, ils ont une portée symbolique qui est forte parce que ce qu'ils disent, c'est touchant. En fait, c'est ça qui m'intéressait, aller au plus proche et en même temps m'effacer complètement pour pas venir parasiter ce discours ou pas venir apporter une touche supplémentaire de pathos. Je voulais que ce soit leur voix, simplement leur voix, et faire vivre cet enfant, le ramener à ce qu'il est, un enfant de 4 ans qu'on a kidnappé, ligoté et jeté dans la Vologne. Comment vous avez travaillé ensemble avec, puisque c'est vous qui êtes l'auteur, mais il vous a amené la matière, Jean-Marie Villemain, et vous m'avez dit hein, en préparant l'interview, c'est que vous avez passé beaucoup de temps au téléphone avec. Comment vous avez vraiment travaillé ensemble? Évidemment, on n'oublie pas non plus le dessinateur, l'illustrateur, mais comment vous avez travaillé avec Jean-Marie Villemain? En fait, dès le début, ce qui m'a aussi poussé à faire ce travail, c'est qu'il m'a dit, moi j'ai envie de faire une BD, vraiment, mais, euh, mais j'y participerai pas. Le scénario, tu le fais comme tu veux, tu écris absolument ce que tu veux, comme tu veux. J'y connais rien et j'ai pas envie de le faire. Et simplement, je veux que ce soit le plus précis possible. Je veux que pour une fois, on ne déforme pas les choses, que, que, que tous les éléments soient là, exactement où ils doivent être. Dans cette affaire, il y a eu tellement d'errances, tellement d'erreurs, tellement de catastrophes que ça a engendré ce drame terrible. Lui, il voulait que à chaque fois qu'on parle de quelque chose, ce soit documenté. Et ça tombe bien, parce qu'il a tout répertorié. Il m'a fait passer plus de 5000 articles de presse qu'il a lui-même archivés, scannés, classés par date. J'ai tous les journaux de l'époque, tout ce qui a été écrit, je l'ai. Il a fait un document de 250 pages qu'il appelle
sans rire, une synthèse. Pour moi, ce n'est pas une synthèse, c'est un livre. Et à chaque fois que je faisais une scène qui correspondait dans l'album à 6, 7, 8 pages, il me renvoyait un mémo. Là aussi, il appelait ça un mémo. Et ça faisait 30 pages. On se téléphonait quasiment tous les jours. On était en lien permanent. C'était quand on se téléphonait pas, il m'écrivait des mails et puis on s'est rapprochés vraiment au point que quand le livre a été fini et qu'il a fallu faire ce fameux bouclage, le moment où on va l'envoyer à l'impression, où déjà on a l'impression qu'il ne nous appartient plus, comme je sais que c'est un moment très délicat, Christine et Jean-Marie sont venus chez moi. On a passé un, un temps certain ensemble à vivre en famille avec ma femme, mon fils, chez moi. Et c'est là notamment que Christine a découvert pour la première fois les images. Alors évidemment, c'était dur aussi parce qu'elle a beaucoup pleuré, vous imaginez. Mais ouais, on a vécu tout ça ensemble. C'est la première fois. D'habitude, un auteur de bande dessinée ou un auteur tout court, il est seul face à sa page blanche ou à son ordinateur. Moi, j'ai vécu ça accompagné, d'abord parce qu'il y avait un dessinateur derrière avec qui on échangeait tout le temps, puisqu'on faisait la mise en scène ensemble. Et puis Jean-Marie, qui était là un peu comme un garant de la vérité. Et, pardon. Vous avez souhaité, pour revenir à l'affaire, mettre le procès au cœur du roman graphique. Pourquoi le procès? Pourquoi ce moment-là qui permet de naviguer dans l'histoire, mais pourquoi le procès? Le procès, c'est devenu un peu le climax de cette affaire, parce qu'en réalité, il n'y aura jamais de procès de l'affaire Grégory, puisque vous connaissez aussi bien l'histoire que moi, mais le principal accusé de l'époque, le principal témoin, Bernard Laroche, ne pourra jamais comparaître et donner sa version des faits. Donc, il se trouve qu'au cours de ce procès qui a duré 1 mois, tous les protagonistes sont apparus. Ils sont tous venus à la barre témoigner. Donc, en fait, on avait un panorama complet. Et le fond réel de ce procès, c'était pas simplement de juger Jean-Marie Villemain pour l'assassinat de son cousin, c'était rejouer toute l'affaire et comprendre tout. Le président Huyssen voulait avoir une vision globale. Et puis, en arrière-pensée, en tout cas, si Jean-Marie a accepté que ce procès se tienne de cette manière-là, c'est parce qu'il imaginait vraiment qu'à cette occasion-là, certaines personnes allaient craquer et dire la vérité. Or, une fois encore, tout s'est refermé. Muriel Boll s'est murée dans son silence. Tous les parents proches de Jean-Marie n'ont pas pris la mesure de l'événement et se sont tus. Vous l'avez dit, cette histoire, elle fascine, elle aspire aussi. Est-ce que vous n'avez pas été tenté, comme d'autres, justement, d'avoir le fin mot de l'affaire? Jamais, jamais. Ça m'est même pas venu à l'esprit. Moi, j'étais focalisé sur Jean-Marie et Christine Villemain. Pour moi, 2 êtres d'exception. J'en reste convaincu aujourd'hui. C'est pas un livre enquête, c'est une histoire d'amour que j'ai racontée. Une histoire d'amour incroyable qui met en scène ces 2 personnages dont on ne mesure pas aujourd'hui la puissance, la force de cet amour et surtout cet amour qui leur a permis de s'extirper de tout ça. C'est devenu... Leur parcours, il est improbable. Tous les 2 ouvriers dans une petite vie, quelque chose de tranquille, loin de tout. D'un seul coup, ça devient des personnages iconiques. Christine Villemain qui devient tout à coup, elle devient presque christique sous la plume de Marguerite Duras, qui dans ses errements d'écrivaine raconte n'importe quoi. Mais peu importe, ces 2 personnages, on en a fait des symboles, les symboles de quelque chose. Moi, je voulais être au plus près de ça et de ce qu'ils dégagent tous les 2. Quand même, de là d'où ils viennent, arriver là où ils sont aujourd'hui, c'est incroyable. Jamais une histoire pareille n'est arrivée. Donc l'affaire en elle-même, je ne dirais pas que ça ne m'intéresse pas, mais il y en a d'autres dont c'est le métier
qui le font magnifiquement, qui se sont penchés sur cette question, et sans parler de tous ceux qui l'ont fait de manière horrible. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à entrevoir ça. On se dit, beaucoup de gens me disent, ah mais encore, il n'y avait pas les réseaux sociaux. En fait, ça revient exactement au même. Je dirais, c'est presque pire. Parce que les réseaux sociaux, c'est une déferlante, mais ça dure peu de temps. C'est-à-dire qu'une info en balayant une autre, au bout de 3 jours, ça n'existe plus. Alors que là, le drame de la Vologne, l'épange, tout ça, c'est resté gravé dans le marbre. Il y avait pendant des mois, voire des années, des articles, des journalistes qui se déplaçaient. Tout ça, c'est encore pire, je trouve. Dans sa préface, Jean-Marie Villemin, il rend hommage à votre travail. Ouais. C'est le plus beau compliment quelque part pour vous qui avez porté leur voix pendant tout le long de ce projet pour arriver à sortir cette bande dessinée. C'est le fait qu'ils vous disent que en fait, vous avez entre guillemets accompli cette mission. C'est beau pour vous, ça vous touche? Bien sûr, c'est touchant. Moi, le plus beau moment, le plus touchant, c'est, je vous dis, c'est lorsqu'ils découvrent ensemble chez moi les premières pages dans lesquelles je me suis autorisé à faire vivre leur enfant, à lui redonner une humanité, lui qui n'était plus que cette image figée dans le temps, lui aussi. Et d'un seul coup, il vit au travers d'anecdotes qui n'ont l'air de rien, mais qui sont les anecdotes que chaque parent conserve dans son cœur. Voilà, vivre avec notre enfant. Et Christine qui m'a attrapé les mains et qui m'a dit merci Pat, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Pour moi, c'était au-delà de ce dont je pouvais rêver. D'habitude, on ne vit pas ça quand on fait une histoire. On est détaché, ou alors on vit avec des personnages qui sont des personnages fictifs. Moi, je suis un auteur je suis solitaire. Et là, j'ai en face de moi des gens qui me remercient, qui sont émus. Et souvent, on dit que pour faire un bon livre, il faut se demander avant si ce livre va changer votre vie. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'on voulait dire par là. Là, j'ai compris. Ce livre, il change ma vie. Il change ma vie, non pas d'un point de vue matériel, non pas d'un point de vue notoriété. Je ne suis plus le même homme après l'avoir fait qu'au début. Et puis, il y a des tas de choses qui ont été changées dans cette vie, y compris des a priori ou ma façon de penser. Moi, je suis de la génération de ceux qui ont voté pour la première fois en 1981, François Mitterrand, Badinter, la loi contre la peine de mort. Jamais j'aurais pu imaginer un seul instant être en capacité ne serait-ce que de prendre un café ou de parler avec un homme qui en a tué un autre pour se faire justice. Et là, je me retrouve avec Jean-Marie Villemin. Et je me retrouve à lui poser la question, mais Jean-Marie, comment ça se passe concrètement? Tu t'arrives avec ton fusil, tu es face à cet homme, tu es à 50 cm, tu le regardes dans les yeux, qu'est-ce qui te traverse, qu'est-ce que tu ressens? Et il me livre tout. Et en fait, je pense que d'un seul coup, j'ai pris conscience de quelque chose d'autre. En tout cas, humainement, ça m'a posé question et je me suis dit, ça a balayé mes certitudes et cette espèce d'arrogance que je pouvais avoir depuis mon adolescence. Avec, oui, pour moi, il y avait d'un côté les bons et les mauvais. Dans cette histoire, non, non. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on a affaire à des humains et de l'humanité. Il n'y a pas des bons et des méchants. Il y a d'un seul coup des circonstances tragiques qui poussent les gens à faire quelque chose d'invraisemblable. Une dernière question. Donc là, vous êtes sur l'écriture du tome 2. Oui. Jusqu'où est-ce que vous allez aller dans l'histoire? Le procès, ça va rester la pièce centrale, on va dire, ou vous allez aller jusqu'à des événements plus contemporains? On a décidé d'aller encore plus loin dans cette espèce de témoignage ultra vivant de Jean-Marie Villemin. Le procès reste de toute façon le fil conducteur parce qu'il se prête magnifiquement à la narration, à tous ces allers-retours. Et puis je trouve que ça apporte une dimension dramatique. Ça devient le théâtre de quelque chose où on peut voir chaque acteur jouer quelque chose. Donc ça, c'est fondamental. Et puis ça nous permet d'être
très rationnel et de repositionner les choses dans leur contexte avec des éléments factuels. Voilà, chaque chose qui est dite dans ces pages a été reprise dans la presse. J'ai comparé à chaque fois 5-6 comptes rendus de 5-6 journaux différents. J'ai fait une synthèse de ça et je me dis, bon voilà, un tel a dit ça précisément, en gros. Donc ça va continuer. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Jean-Marie Villemain, ce livre, il a une importance fondamentale dans sa quête de la vérité. Donc, comment se terminera ce livre? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours qui vont venir. L'affaire est toujours instruite. Jean-Marie Villemain ne lâche pas, il ne lâchera jamais. Jamais il n'abandonnera son enfant, jamais. Il ne veut qu'une seule chose, connaître la vérité. Peut-être, si on a de la chance, qu'il y aura un épilogue dans ce livre, et que cet épilogue, ce sera la vérité, enfin. Et on voit aussi, notamment dans la préface, qu'il a rien pardonné à ceux qui lui ont fait du mal. Bien sûr, alors il n'a rien pardonné, mais comment on pourrait le faire? La justice a failli, les policiers l'ont trahi, les journalistes, mais quelle honte pour notre profession, quelle honte. Je crois que tout ça, c'est lié à un facteur essentiel, c'est le manque d'empathie. Je ne parlerai même pas de bienveillance, le manque d'empathie généralisé. D'un seul coup, on a traité ces gens comme des moins que rien, comme des imbéciles. On pouvait tout leur faire, tout leur dire. Et dans les journaux, le point d'orgue de toute cette affaire, finalement, de cette méchanceté qui d'un seul coup s'est abattue sur eux, c'est ce journaliste, Bédina, qui, à peine arrivé face à leur maison, confie à l'une de ses collègues présentes, en voyant la maison, t'imagines quand même, si c'était la mère, ça aurait plus de gueule cette histoire. Et en fait, tout part de là. Ou quand il dit à Laurence Lacour, excusez-moi par avance des grossièretés, mais ils sont tous les deux sur un parking, ils tapent sur une voiture dans son euphorie et en disant « je l'aurai cette salope, je l'aurai, je la ferai craquer ». Il parle de Christine Villemain, une jeune femme de 24 ans qui vient de perdre son enfant. Quand je vous parle des policiers, récemment, vous avez ce documentaire sur Netflix où aujourd'hui, là, en pleine période où le féminisme, heureusement, est en train de prendre une nouvelle ampleur, qui vous dit face caméra, en parlant de Christine Villemain, elle avait une grande sensualité, elle dégageait quelque chose, elle était sexy. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille aujourd'hui? Et encore pire à l'époque. Donc voilà, tout ça réuni. Et puis des choses que je trouve impardonnables. Les blagues autour de Grégory Villemain. Voilà, ce film où on fait un cocktail, tout le monde rigole, c'est très rigolo. Mais derrière, il y a des êtres humains. Derrière, il y a ces enfants aujourd'hui qui ont vécu ça. Le cocktail, le petit Grégory. Alors je suis totalement pour la liberté d'expression et le droit à la caricature, mais que quelqu'un vienne m'expliquer en quoi ça défend la liberté d'expression d'aller faire une espèce de blague déplacée qu'on n'oserait pas faire face à n'importe qui, mais encore moins face à eux. Donc toutes les limites ont été franchies dans ce dossier, toutes. Aujourd'hui, Christine et Jean-Marie Villemain, c'est des gens brisés. Le temps n'a rien changé à l'affaire. 40 ans après, ils trimballent toujours sur leurs épaules cette injustice, cette souffrance. Et en plus, Jean-Marie doit porter le poids de sa culpabilité, expliquer à ses propres enfants que ce jour-là, il a été faible. Dire à ses enfants dans les yeux, j'ai été faible. Un homme ne fait pas ça. On ne se fait pas justice soi-même. Il le porte encore. Et tout ça, pourquoi? Au final, un enfant qui a joué 5 minutes tout seul devant la maison? Je reste abasourdi aujourd'hui de tout ça. Et là aussi, je ne peux qu'employer les mots de Jean-Marie, mais il me dit, on dit souvent que le mobile de ce crime, c'est la jalousie. Mais c'est encore pire que ça, c'est l'envie. C'est pas la jalousie, c'est l'envie. Grégory était un enfant atypique, lumineux, joyeux,
d'une intelligence supérieure. Il parlait comme un enfant de 6 ans, plein de vie. Et ça, dans sa propre famille, ça faisait trop envie. Il leur faisait trop envie, ils me l'ont pris.